Alors, en référence à l'épisode précédent, où on a fait tout un épisode sur les missions au Sénégal particulièrement, et tu nous as présenté les deux régions que vous avez explorées à travers à peu près 10 ans de mission, donc le sud avec la Casamance et le nord avec Saint-Louis du Sénégal. On a fait le parallèle dans cet épisode vers lequel je vous renvoie, si vous ne l'avez pas écouté, où on parle spécifiquement du Sénégal. Là, tu viens de rentrer de mission à Diama, donc juste au-dessus de Saint-Louis, du coup, du Sénégal. Quel était l'objectif principal de cette mission? Alors, la mission à Diama a un objectif bien particulier, c'est de développer une mission régulière. Donc, un objectif bien spécifique où on a, avec une société qui s'appelle la Société de culture légumière, SCL. C'est une société de légumes qui est une grosse structure qui est dans le nord de Saint-Louis, à Diama, sur le fleuve Sénégal et qui a vraiment une politique sociale très importante, très développée pour d'abord son personnel, pour le- la population environnante, pour toutes les familles du personnel et les villages environnants. Le patron est super, il a vraiment une mentalité extraordinaire, il a 40 ans d'Afrique, c'est un ingénieur agronome qui travaillait dans les sociétés légumières et qui est venu au Sénégal et qui a monté sa boîte. Il a monté un truc énorme. Et vraiment, on a rencontré cet homme, Michael Laurent, qui est vraiment un esprit vraiment investi, simple, qui travaille beaucoup pour la population, qui a une grosse boîte, mais qui ne se contente pas de faire du fric ou de développer sa compagnie. C'est vraiment, il s'investit et vraiment quelqu'un de sincère. Donc, dès Mm. on a été en contact avec lui, dès le début, qui ne veut pas faire de pub, qui vraiment, de manière très discrète, s'investit beaucoup. Et donc là, on a développé un projet avec lui. On a commencé par une mission, deux missions. Et là, on est à la sixième mission où il a carrément développé son infirmerie pour faire carrément un petit centre avec des belles salles, etc. Et chaque année, on revient et finalement, ça prend de l'ampleur et ça devient vraiment un centre où on fait de la belle chirurgie. Donc, à la différence des missions qu'on fait habituellement en brousse, où on fait du one-shot, où on fait des missions toujours très, très efficaces, mais qui n'ont pas un très grand suivi, ici, dans cette partie du Sénégal, non seulement on fait une mission régulière, de l'enseignement. On travaille en collaboration également avec l'hôpital de Saint-Louis où les chirurgiens viennent avec nous, où nous, on va même opérer à l'hôpital Saint-Louis. Donc on essaye de développer une structure pérenne où il y a vraiment régulièrement des interventions de plus en plus sophistiquées, où il y a de plus en plus d'internes, des internes du Sénégal. Et voilà, donc c'est un projet très très intéressant parce qu'on est bien soutenu par l'ASCL et Michael Laurent qui nous héberge, qui s'occupe de toute la logistique, etc. Donc c'est un projet fiable. Et petit à petit, bah, on en est à la sixième mission, on construit un projet où il y a de plus en plus de patients, on fait de plus en plus de belles chirurgies. Et quasiment dans la région de Saint-Louis, ça devient un endroit de référence. Ah ouais, carrément. Bah, carrément, parce Ouais. que là, on avait à la consultation des patients qui venaient non seulement de Saint-Louis, qui viennent de toute la région, Mm. qui viennent de Casamance, c'est-à-dire du sud du Sénégal, et il y a de Oh plus en plus même waouh. des patients de Dakar. C'est-à-dire que plutôt Ouais. que d'aller dans les CHU ou dans les Mm. cliniques ou dans les centres hospitaliers, même à Dakar, prennent donc on a la consultation, on avait des gens qui venaient de Dakar pour venir. Alors évidemment, ils ont un intérêt qui est quand même aussi pécuniaire, Mm. c'est-à-dire qu'au lieu d'aller payer des millions de francs CFA les interventions, nous, elles sont gratuites, Bien mais sûr. nous, ça nous fait quand même assez plaisir parce qu'il y a quand même des chirurgiens compétents à Dakar, c'est la capitale. Mm. Donc ils viennent parce qu'ils ont un retour sur les résultats, tu sais, c'est le bouche à oreille, hein. Ouais, bien sûr, Ils bien disent, ah sûr. ben tiens, ils font telle intervention, ça se passe très bien, etc. Mm. Donc ça, c'est sympa parce que, alors, à contrario, ça va peut-être également à long terme développer un peu de jalousie, parce Mm. qu'il y a toujours un peu de jalousie. Pourquoi vous allez vous faire opérer avec Interplaste France à Diama? Pourquoi vous Ouais. ne faites pas opérer ici? Ça engendre toujours un petit peu de friction locale, mais nous, on est content parce qu'on arrive à offrir de belles interventions avec des bonnes conditions et gratuitement. Oui, c'est surtout parce que vous faites gratuitement aussi. C'est aussi parce qu'on fait gratuitement, mais c'est Ouais. aussi parce que la qualité est bonne. Parce que si Mm. tu sais, les ONG sont connus, hein. Dakar, c'est vraiment un pays d'Afrique de l'Ouest assez Bah développé. oui. Les patients et les médecins ne sont pas fous, ils ont l'habitude de voir des ONG.
Et donc là, à ce propos, on travaillait avec une femme chirurgien pédiatre qui travaille à l'hôpital Saint-Louis, qui chaque fois qu'on est en mission vient nous apporter des malades, vient opérer avec nous, donc je la forme en même temps. On s'entend très bien et là, dans les remerciements, elle nous disait, bah, tu sais, on voit beaucoup d'ONG passer, etc. Bah, vous, Interplast, on voit, vous êtes vraiment très humain, vous respectez les patients, tu vois, c'est pas vraiment, vous arrivez, vous opérez, vous en allez. On voit que vous le respectez, vous êtes très respectueux des patients, vous faites de la belle chirurgie. Donc ça, si tu veux, pour nous, c'est flatteur parce que quand un confrère localement est content de ce qu'on fait, parce qu'il lui, il voit la réalité, il entend les patients, il voit les résultats. Donc ça, pour nous, c'est assez satisfaisant d'avoir un retour positif de la part des confrères locaux. Ouais, bien sûr, bah, surtout qu'elle entend littéralement ce que les patients disent aussi. Bien Enfin, sûr, et c'est ce puis que elle les voit gens... comment on travaille, etc. Donc ça, c'est assez satisfaisant. Ouais. Ok. Et combien de temps elle a duré cette mission? Alors ça, c'est une mission de 8 jours. 8 jours, on essaye de... Alors c'est très intense, hein, donc on arrive Ouais. à l'aéroport. Dès le lendemain, on va à l'infirmerie, on installe le matériel, on arrange le bloc, etc. Dès le lundi, ça on fait ça le dimanche, dès le lundi, on attaque fort les consultations. Donc là, cette année, on a fait 148 consultations. Pendant ce temps, le reste de l'équipe monte le bloc opératoire. Donc on commence dès le lundi à faire des opérations pour tester le matériel et opérer. Après, tous les jours, c'est 12 heures de chirurgie par jour. Et le dernier jour, on fait tous les pansements. On range les boîtes, on va à l'aéroport et on repart. Donc ce sont des missions très, très intenses. Mais bon, on peut garder le rythme efficace. Ouais. Et puis là, au total, sur cette mission, on a fait 52 interventions. Donc Vous avez fait... 148 consultations et 52 Waouh. interventions. Et 148 consultations Ouais. en une journée? En une journée. Bon, c'est des consultations qui vont plus vite qu'en Europe, hein, parce que si tu veux, Ouais. les consultations, c'est bien organisé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé l'indication, pour nous, c'est assez facile, on a l'habitude. Une fente labiale, si tu veux, tac, 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 moi je sais exactement ce que je vais faire, etc. L'anesthésiste, lui, il a besoin du poids, de l'âge de la patiente, etc. Donc la consultation va très vite. Et ensuite, on a les infirmières, le médecin local, etc., qui va expliquer aux patients, tu vois, tout ce qu'on prend comme temps en France à expliquer aux patients parce qu'on est en consultation. Là-bas, on ne peut pas le faire parce qu'on ne connaît pas le dialecte, on ne connaît pas la langue, pour le peu que c'est du Wolof, etc. Donc là, c'est l'infirmier ou le médecin qui va, dans une pièce à côté, expliquer. Ok, donc Voilà. vous n'avez pas à Mais, faire ça on en ne fait. perd pas de Ouais. temps sur l'explication de l'intervention. Quand ce sont des gens qui parlent français, on leur explique, ça va très vite. Mais voilà, c'est pour ça qu'on se permet aussi d'aller vite en consultation. Ok, ok. Et vous commencez à opérer le jour même ou dès Le le jour lendemain? même, il y a un des chirurgiens finit la consultation et puis l'autre va au bloc opératoire et commence à faire des interventions assez simples pour tester le matériel. Et donc dès le lundi, déjà, on avait fait 5 interventions. Le lundi, on a Waouh! consulté et fait 5 interventions. Et à partir du mardi, c'est 12 interventions par jour. Oh mon Dieu, ok. Ouais, Donc c'est super non-stop. intense quoi. Ouais, Ouais, très ouais. très intense. Ouais. Et tu es parti avec quelle équipe cette fois-ci? Alors là, cette fois-ci, on est parti donc avec l'anesthésiste, docteur Patrick Antoine, une infirmière qui aide le docteur Patrick Antoine et le post-opératoire, c'est Christelle, une IBOD, une infirmière de bloc opératoire qui est Anka. Et comme d'habitude, je viens toujours avec un chef de clinique, j'essaie de venir avec un chef de clinique, un jeune chirurgien qui est très bien formé, qui est Top Gun, qui est super bon, et qui vient m'aider, et ça permet aussi de faire un relais, de les former à ces conditions, parce qu'ils sont très très forts, parce ils travaillent avec moi à l'hôpital européen, donc ils sont très formés pour la microchirurgie, des grosses interventions, etc. Mais ils ont moins l'habitude de travailler dans des situations précaires, avec des pathologies différentes qu'on voit moins à Paris. Donc ça permet de faire un relais, donc il y a un senior, c'est moi, il y a un junior, c'est le chef de clinique. J'essaie chaque fois de venir avec un chef de clinique différent pour qu'il y ait une transmission, quoi. Ou Donc, des chefs de clinique qui font de la chirurgie différente aussi, il y en a qui peut-être font la que toi. chirurgie plastique. Mais tu es déjà parti avec des jeunes qui faisaient... J'essaie chaque fois de partir avec un chef de clinique ou un jeune chirurgien qui est formé, qui est complètement compétent, mais qui ne connaît pas un peu cet environnement. Et donc, il ne part pas tout seul pour les premières missions. Ouais. C'est mieux de partir avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience Bah, bien sûr. du terrain, quoi. Voilà. Et j'imagine qu'ils sont un peu étonnés, non? Est-ce Ils qu'ils sont sont surpris. surpris? Ils sont Ouais. surpris parce qu'ils sont formés, eux, ils sont formés à une chirurgie très sophistiquée et très high-tech à Paris. Nous, dans le service, on fait beaucoup de microchirurgie, des interventions avec un environnement et un confort extrême. Alors que là-bas, ils se retrouvent dans des conditions complètement différentes, avec des situations vraiment de précarité, tant au niveau du matériel qu'au niveau de l'environnement des patients, et surtout des pathologies qu'ils connaissent moins bien. Parce qu'ils ont pas l'habitude de voir toutes les pathologies qu'on voit en Afrique, et surtout avec des moyens moins sophistiqués. Si tu veux, par exemple, pour faire une intervention de microchirurgie, il y aura plein d'instruments de surveillance. Là-bas, tu n'as aucun moyen de surveiller ton intervention.
Donc les conditions de post-opératoire en France sont très sophistiquées parce que tu as une chambre, tu as une hospitalisation, tu as une équipe qui va surveiller ton patient. Ben, là-bas, tu es en dispensaire, il n'y a rien. Donc vraiment, les conditions étant complètement différentes, ils ont besoin d'une adaptation et forcément, ils sont très très étonnés. Ils sont Ouais. très étonnés, mais très, très enthousiastes parce qu'ils découvrent, ils sortent de leur zone de confort et ils se retrouvent confrontés à des situations un peu différentes et donc ils adorent ça, bien sûr. Ouais. De toute façon, c'est simple. Ou ils adorent ou ils détestent. Ou ils adorent, donc ils sortent de leur zone de confort, ils font des choses différentes, et donc il y a un challenge, et donc là, ils sont motivés. Ou bien c'est trop dur, trop compliqué, et ils n'arrivent pas à gérer, et ils ne reviennent plus. Hein. Ah ouais. Oui, c'est souvent l'un ou Ouais, ouais. l'autre. Et c'est arrivé déjà qu'il y ait quelqu'un comme ça qui, au début de la mission ou pendant la mission, te dit, Crac, ouais, bien sûr. crac, ou je Oui. te dis, je peux plus, quoi. Oui, une fois, je suis parti au Togo dans un dispensaire. Putain, Non, c'est pas au Togo, c'est au Bénin, à Lada. C'est un dispensaire sur l'ulcère de Buruli, où waouh. là, c'est vraiment un dispensaire, il y a plein de malades. L'ulcère du Buruli, c'est des pathologies très importantes qui détruisent les membres, c'est des gros pansements, ça pue, c'est vraiment très... Et puis il y avait plein de patientes, etc. Et au bout du deuxième jour, mais c'est assez classique, hein, au bout du deuxième jour, j'étais venu avec deux chirurgiens, deux femmes chirurgiens, très compétentes, dont une qui travaillait sur les escarres, Ambroise Paré, qui était spécialisée dans toutes les pathologies du membre inférieur, et une deuxième qui travaillait également en cancérologie. Et donc, comme on travaillait sur l'ulcère de Buruli, moi, ça m'intéressait d'avoir un avis complémentaire sur ces pathologies, effectivement, pour essayer d'avoir des avis différents, des points de vue différents. Et donc, j'étais parti avec ces deux femmes chirurgiens, et au bout de 2 jours, le soir, elles se sont foutues à chialer, quoi. Il y en a une, Ouais, mais c'est classique, hein, c'était parce que trop, ouais. bah, elles ont décompensé, parce que dont une qui s'est foutue à chialer, qui ne comprenait pas, elle disait mais à quoi on sert? Parce qu'elle avait vraiment l'impression de servir à rien. À quoi on sert? On ne pourra pas traiter tout le monde, ce sont des pathologies graves. Vraiment, mais c'est classique, hein, Mm. donc là, on essaie de leur faire boire un peu de whisky, tu vois, un peu de rhum, de whisky, on les saoule un peu, et puis le lendemain ça va mieux. Ah ouais? Mais oui, Ouais, ouais. c'est le coup de cafard, quoi. Tu Mm. sais, quand tu arrives dans un endroit où tu vois plein de malades partout, tu te sens vraiment inutile. Mm. Voilà, donc c'est le petit coup de cafard, mais c'est classique. Hein. Donc Ouais. il y en a une qui est repartie plus ou moins faire des missions un peu plus soft, sur des pathologies un peu plus simples, et l'autre, elle n'est jamais repartie. Ouais. L'autre, ça l'a calmée. Mais je peux comprendre. Enfin, je veux Bien dire, sûr, j'imagine très bien. Moi, c'est différent parce que je suis assez habituée à voir des photos de pathologies un peu bah, hors du commun qu'on voit pas en Europe avec toi depuis que je suis petite parce que tu nous en parles et tu nous les montres. Mais parfois, quand je montre des images ou que j'en parle à des gens bien sûr, autour de bien sûr. moi, les gens me regardent et font mais c'est quoi ce truc, quoi? Bien sûr. Et en plus, là, c'est le nombre, parce que Ouais, c'est une des ça. deux, si tu veux, Ouais. tu parles de Paris, tu parles de ton hôpital parisien ou Mm. de ta clinique, tu as ton confort, tu as des pathologies que tu connais, etc. Tu te retrouves en 24 heures, c'est rapide, c'est trop rapide d'ailleurs. En 24 heures, tu te retrouves dans un dispensaire avec des centaines de patients, des pansements énormes, Mm. la pauvreté, la saleté, ça pue, Mm. les patients souffrent, les enfants pleurent parce que dès que tu fais un pansement, etc., il n'y a pas d'antalgique, il n'y a pas tout et tout. Donc, tu es submergé par l'environnement. Hein. Donc, la première nuit, tu dors pas parce que tu te retrouves en brousse dans un petit hôtel pourri, etc. Donc, la fatigue, tu Ouais. as un peu la diarrhée parce que tu as la tourista. Enfin, donc, au bout de 48 heures, les gens, ils craquent. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, je peux le comprendre. Hein, je peux le C'est comprendre, bien complètement sûr. normal, bien C'est sûr. pas normal, si tu veux, de passer. C'est trop rapide. Ouais. Avec l'avion aujourd'hui, tu sais, en 24 Ouais, heures, tu te ouais, retrouves ouais, ouais. de ton confort parisien en brousse. Ouais, et puis si tu mets l'émotion dedans, surtout au début quand t'as pas l'habitude, de justement prendre les choses avec un peu de recul, ce que vous êtes obligé de faire aussi en tant que Bien sûr, médecin bien quand sûr. tu vois des Oh. enfants mourir, etc., ou que tu sais, tu diagnostiques qu'il y a des gens que tu peux pas opérer et tout, Non, non, mais émotionnellement, tu ça on le t'arrêtes. comprend, on y est habitué. Généralement, moi, je surveille les équipes, les nouvelles équipes qui arrivent, et puis les nouveaux membres qui arrivent, on les surveille. En général, de manière très classique, soit ils craquent, quand ils craquent, c'est au bout de 48 heures. Donc là, on leur donne du rhum, ou on leur fait une psychothérapie de groupe, on essaie de les rassurer. Ou bien c'est vers le mercredi ou le jeudi, vers le troisième ou quatrième jour. Donc là, il y a le coup de pompe. Hmm. Donc c'est très amusant parce que les premiers jours, dans le taxico, le matin, tout le monde parle, tout le monde est content. Le deuxième jour, tout le monde est content, mais avec un Hmm. bruit un peu plus calme. Le troisième jour, quatrième jour, le matin, dans le taxico, il y a silence complet. C'est le silence parce que d'abord, parce que les gens sont déshydratés, on Fatigué? transpire beaucoup et on boit pas assez, ils sont Ouais, fatigués. ouais. Je te dis, ils sont plus ou moins des troubles intestinaux, etc. C'est Hmm. les conditions. Et donc, Ouais. généralement, le troisième, quatrième jour, le matin, dans le Il n'y a taxi, plus trop de bruit. pour aller au dispensaire,
t'entends pas de bruit. Ouais. C'est classique. Et pour en revenir par rapport à cette mission du Sénégal il y a 2 semaines, enfin 10 jours, comment la population locale vous a-t-elle accueilli? Alors là, la population dans ce projet nous accueille très bien parce qu'elle nous connaît. Et donc ça, c'est original parce que d'habitude, comme je te disais tout à l'heure, on fait souvent quand tu fais des missions en brousse, etc., les gens, tu les revois pas. Parce que les gens ont 3-4 jours de marche, donc tu les opères, ils sont contents, ils sont ravis, mais ils disparaissent, tu les revois plus, ou de temps en temps, tu en revois un. Mais là, l'originalité de ce programme, c'est qu'on on revient tous les ans. Donc, eh bien, maintenant, on n'a pas fidélisé, mais des gens reviennent, on a des patients qui reviennent sur des opérations compliquées, qui reviennent un an suivant, on refait une petite retouche, on voit le résultat, ils nous amènent d'autres patients, etc. Donc, on Mm. est très très bien accueillis parce que les gens nous connaissent, Mhm. ils voient les résultats. Et il se crée une espèce de fidélité, c'est très très sympa parce que ça se passe bien et donc les gens nous accueillent très très bien, ouais, très très bien et de plus en plus large, comme je te Ouais. disais. Là maintenant c'est toute la région du nord du Sénégal, au-dessus de Saint-Louis et je te dis ça va jusqu'à à Dakar et on a même des patients qui viennent de Casamance, c'est-à-dire du sud. Ouais, ce Donc qui est très loin, l'accueil, quoi. est très positif. Ouais. Ok. Tu vois, par exemple, un petit exemple, dans ces pays, souvent, on a des difficultés à faire des photos. Et Mm. donc, au début des missions, il y a encore 2-3 ans, voire 4 ans, quand tu sortais l'appareil de photo, tu voyais beaucoup de réprobation. Les gens n'aiment pas les photos. Bon, c'est peut-être culturel ou pas. Bon, Mm. ils n'aiment pas qu'on les photographie. Et donc, on prend toujours des précautions, etc. Mais Mm. nous, on est obligé de prendre des photos pour les résultats avant, après. Mhm. Et là, ben, là, tu vois, je sortais mon téléphone, je prenais des photos, etc. Ben, les gens souriaient, il n'y avait aucun problème. Mm. Ils ont Ils nous confiance connaissent, aussi. voilà, parce qu'ils nous connaissent. Voilà, Mm. ils nous connaissent, donc ils nous acceptent très bien. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez vécu des défis particuliers sur le terrain ou un imprévu ou... Ben, on a toujours des défis parce que chaque opération est différente. On a toujours des cas cliniques un peu particuliers et difficiles. Donc là, par exemple, sur le plan chirurgical, on a eu des cas techniques un peu compliqués, comme des malformations du visage, un syndrome automandibulaire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une fente, au lieu d'avoir une fente labiale que sur la lèvre, ils ont une fente qui va du coin de la lèvre jusqu'à l'oreille. Donc c'est la joue qui est complètement ouverte, Oh, donc waouh! ce sont des fentes, des malformations faciales très particulières. Donc ça, ce sont des défis un peu techniques. On a eu des grosses tumeurs aussi. Donc on a à chaque fois des interventions qui sont je dirais, on a toujours 20% de difficultés particulières et nouvelles. 80%, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de faire, avec les séquelles de brûlures, les tumeurs, les malformations congénitales. Mais il y a toujours 20% d'interventions qu'on essaie de faire en début de mission, Mm. pour justement, en cas de complications ou de problèmes, de pouvoir réintervenir. Ça, c'est habituel. Après, comme problème technique, on a souvent des problèmes d'électricité, d'organisation, etc. Ça, c'est également les problèmes habituels. Là, de manière spécifique, on a eu des pannes de bistouri électrique. Donc, Ok. quand tu fais des opérations, Ouais. pour éviter que ça saigne et pour coaguler tous les petits vaisseaux, etc., on utilise un bistouri électrique. C'est-à-dire que c'est une petite coagulation, c'est-à-dire que ce sont des petits instruments qui permettent de faire comme un feu, un petit feu local pour coaguler les vaisseaux. Donc ça s'appelle un bistouri électrique. Ce sont des hautes fréquences pour pouvoir coaguler les vaisseaux. Et ça nous aide beaucoup parce que sinon ça saigne beaucoup Mm. et on ne peut pas travailler et puis c'est dangereux. Mhm. Donc c'est un instrument très très indispensable. Et là, notre bistouri électrique, bah, qui voyage avec nous depuis une vingtaine d'années, même si on y prend attention avec des malles spéciales, etc., bon, bah, il commence à présenter des signes de faiblesse. Et donc là, on avait des pannes de bistouri électrique. Donc on était très embêtés parce que l'intervention, au lieu de durer 1 heure, elle va durer 1 heure et demie. Parce Mm. que chaque fois, les pannes, on a essayé de réparer, on n'y est pas arrivé. Donc là, je suis un peu embêté parce que je suis Mm. obligé de préparer psychologiquement, réacheter un bistouri électrique. Mhm. Là, on repart dans un mois à Madagascar. Mhm. Donc ça va faire encore des frais, c'est 3 000 à 4 000 euros. Ah ouais. Ah oui, c'est des appareils sophistiqués, hein, mais qui sont indispensables pour opérer. Oui. Ouais, ouais, ouais. Moi, en tant que chirurgien, si je n'ai pas de bistouri électrique, les Ouais. 3 quarts des opérations, je ne peux pas les faire. Oui. Ok. Donc c'est vraiment indispensable. Et donc là, c'est un peu la tuile. Il va falloir réacheter un bistouri électrique. Ouais. Ok. Mais bon, il faut s'y préparer. Quand on voyage dans des conditions Mm. comme ça et qu'on a du matériel, même si on achète du matériel qui est résistant et spécifique aux missions délicates, Mm. il faut s'attendre tôt ou tard. Alors habituellement, on essaye de le donner au service biomédical de sa clinique ou son hôpital. Il y a toujours des ingénieurs sympas qui gratuitement nous les réparent, nous les arrangent, etc.
Mais là, c'est de plus en plus difficile, donc psychologiquement, il faut que je me prépare à racheter un bistouri. Ouais, mais surtout, si tu es en pleine mission et que le truc il marche plus, il y a des Ah ben c'est opérations que tu ça, peux on peut pas pas se faire, quoi. permettre. Tu sais, dans les conditions difficiles, on peut pas se Bah permettre non, faire de la chirurgie en situation précaire. Ça veut pas dire opérer avec du matériel précaire. bah non, clairement Donc, pas. Au contraire. il faut encore plus avoir du matériel qui Hmm. est de bonne qualité. Tu vois, une bonne lampe, une bonne lampe frontale pour avoir un bon éclairage, donc un bon bistouri électrique, des bons instruments. C'est d'autant plus que tu es en situation difficile qu'il faut avoir des bons instruments. Si tu as un ciseau qui coupe pas, tu vois, tu le vois pas bien, c'est difficile, il faut aller vite parce que l'anesthésie dure moins longtemps, etc. Si tu as un matériel qui est pas bon, tu vois, un bon artisan a toujours des Hmm. bons outils. Est-ce que il y a eu un patient ou une situation qui t'a particulièrement marqué pendant cette mission? Oui, il y a toujours des patients qui nous marquent. Là, on a eu une petite fente labiale, une petite qui avait une fente labiopalatine. Donc, les parents étaient terrorisée pour l'intervention, elle était mignonne comme tout. C'était un petit peu la petite star, elle était mignonne, donc on l'a photographiée, donc elle était très très mignonne. Donc, quand tu voyais cette malformation faciale, on était triste pour elle, donc on était très attendris. En plus, la famille était terrorisée, c'était un drame pour elle. La maman était, je crois, femme célibataire, le papa était parti, avait abandonné la maman à cause de l'enfant qui avait cette malformation congénitale. Donc c'était vraiment un drame dans la famille. Elle était terrorisée de l'anesthésie, etc. Et de surcroît, si tu veux faire des anesthésies générales dans ces conditions, c'est pour les Africains et notamment au Sénégal, pour les anesthésistes, pour les chirurgiens pédiatres, etc. Ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est vraiment... parce que endormir les enfants, c'est toujours très délicat. En CHU, ils sont 3 ou 4 à l'endormissement pour les précautions. Nous, là, on est en dispensaire, on n'a pas de réa. Et Patrick Antoine, notre anesthésiste, qui a une grosse expérience, endort les fentes. Donc, il y avait une vraie appréhension. Là, c'était un peu émouvant parce que, bon, on s'était foncé pour lui faire une belle opération. Elle était mignonne comme tout. Tout s'est bien passé. On était ravis. La maman était très, très stressée. Hmm. Et puis, il y a un autre patient aussi qu'on a opéré qui avait une énorme tumeur sur l'épaule. C'était une tumeur graisseuse. Donc, c'était pas cancéreux, mais c'était un truc énorme qui l'a handicapé. Hmm. Et donc là, c'était un gros truc également qu'on a opéré et qui s'est bien passé. C'était important parce que habituellement, souvent les ONG méprisent un petit peu, tu vois, les boules graisseuses, les lipomes. On appelle ça un lipome, c'est une boule de graisse. Donc effectivement, c'est pas dangereux. Ça n'entraîne pas de cancer. Ça peut être embêtant quand c'est trop gros parce que ça peut comprimer, si tu veux, les vaisseaux, les choses comme ça. Mais surtout, ça donne un aspect vraiment de grosse difformité. Tu vois, tu as une énorme boule, tu as un melon sur le dos, si tu veux. Bah ouais, Tu passes pour un déformé. Quand c'est sur le visage, dans le cou, c'est bah bien horrible. sûr. Les Hmm. gens cachent ça. Alors, dans les pays du Sahel, ils ont leur voile, ils ont leur tenue, donc ça peut un peu le cacher, tu vois. Tandis qu'ici, en Europe, ça serait impossible, tu vois. Hmm. Imagine que tu as un melon dans le dos, tu peux pas t'habiller. Tu Non, peux bah pas non. prendre la voiture, Ouais. etc. Donc lui, il en souffrait énormément. Personne ne voulait l'opérer localement parce que ou les ONG disaient que c'était pas important, c'était pas du cancer, donc débrouillez-vous, on va pas vous opérer. Ou les chirurgiens locaux voulaient pas l'opérer parce qu'ils avaient peur, c'était très gros. Ouais. Donc lui, bon, ben, nous, on a l'expérience de ces grosses tumeurs. On l'a opéré sans problème au dispensaire. C'était une belle intervention, ça s'est super bien passé. Les résultats sont top parce que en 1 heure d'opération, il se retrouve avec un dos normal. Donc lui était ravi, ravi comme tout, parce que dans son village, il était vraiment moqué, tu Hmm. vois, et c'était vraiment un signe de malformation. Les gens le rejetaient, il était vraiment stigmatisé. Donc c'était vraiment une grosse souffrance pour lui. Et nous, on était contents parce que si tu veux, c'est une intervention qui nous a duré 1 heure. Et, Ouais, pour vous, ça vous voilà. pas, c'est pas, ça fait pas partie des interventions les plus Non, 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 c'est complexes. impressionnant parce que c'est énorme, C'est c'est ça. gros, mais nous, techniquement, pour nous, c'est pas un gros, gros problème. Hmm. Et donc, on n'hésite pas, dès qu'on a des gros, gros lipomes comme ça, à les opérer. Donc, on se fait critiquer par les autres ONG en disant, mais non, mais ça sert à rien de les opérer, etc. Non, en Afrique, un gros lipome qui entraîne une malformation, ça a une vraie répercussion sociétale, culturelle, tu vois, c'est vraiment une maladie qui est visible, donc les patients en souffrent beaucoup. Hmm. Donc nous, on n'hésite pas à opérer les gros lipomes, même si c'est pas une tumeur cancéreuse, parce que le bénéfice est total pour le patient. Ouais, c'est pas négligé, quoi. Que reste-t-il encore à faire à Diama, Saint-Louis? Est-ce qu'il y aura un suivi ou une autre mission encore Alors à Diama, oui, parce que écoute, ça se passe tellement bien et que on développe de plus en plus ces interventions et une collaboration avec la SCL, comme ça, un peu de manière, on est à la 6e mission, ça se passe très bien. Je pense que ça serait un challenge d'aller au moins jusqu'à la 10e mission,
tu vois. Est-ce que vous avez Parce déjà que fait ça? 10 non, c'est la missions première dans fois qu'on un... fait une Ouais. mission avec autant de régularité, mais ça vient du fait que l'équipe de santé de SCL et surtout le patron, Michael, a vraiment un très bon esprit et une fiabilité, une fidélité dans le projet. Et nous, ça nous permet vraiment de construire quelque chose de fiable, tu vois, un endroit où on fait de belles opérations, de plus en plus ça se sait. Les gens du CHU de Saint-Louis viennent, là on a des chirurgiens qui viennent, on fait de la formation. Donc c'est vraiment un endroit, waouh, tu vois, c'est un Mm. projet qui vraiment est un projet intéressant parce que c'est dans la durée. Mm. Il y a tout. On opère, on revoit les patients, on refait des retouches sur les patients, on fait de la formation. Et donc c'est un projet, c'est la première fois que ça nous arrive, un projet aussi pérenne, donc on y retourne l'année prochaine, etc. Ok. Avec plaisir, ouais. Et comment est-ce qu'on peut, par exemple, si des gens nous écoutent ou quoi, en tant que simple individu, simple personne, aider ou soutenir ce type d'initiative que vous Ah bah, faites? nous c'est très simple. Nous sommes une ONG française, une petite ONG familiale. Nous, tout ce qu'on fait, on le paye. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on n'est pas dans la collaboration, on n'est pas dans la coopération, on n'a pas de financement de société, on n'a pas de financement d'administration, on n'est pas comme des grosses ONG comme MSF qui reçoivent beaucoup d'argent de l'État ou de grosses sociétés avec des budgets énormes. Nous, 1 euro, c'est 1 euro, 1 euro, c'est pour le patient. On a un frais de fonctionnement de zéro. Tout ce qu'on fait, c'est du bénévolat. Tout ce que le temps qu'on passe à préparer l'émission, organiser l'émission, c'est du bénévolat. Tout le matériel qu'on a, on l'achète. Donc nous, on a maintenant évidemment comme frais les billets d'avion, etc. Donc on a des frais et des missions nous coûtent de l'argent parce qu'il faut acheter les médicaments, les produits d'anesthésie, les fils pour suturer, etc. Donc pour nous aider, bah, c'est les dons. Donc Mm. nous, on a le choix entre les dons. Alors, souvent, c'est la famille, les amis qui nous aident. C'est nous-mêmes, personnellement. Nous, on finance au maximum nos missions. Mais pour nous aider, bah, comme on dit toujours, hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour opérer, il faut avoir de l'argent. Il faut pouvoir financer pour que je puisse amener une infirmière. Parce que les infirmières, on ne les fait pas payer. C'est-à-dire, je considère qu'une infirmière vient bénévolement sur ses vacances, etc. Mhm. On lui finance son billet d'avion. Donc effectivement, on a besoin d'argent. Mais on est dans la transparence, et puis nous, 1 euro, c'est pour le patient. Il n'y a aucun Mhm. frais de fonctionnement comme les grosses ONG. Il faut savoir que les grosses ONG comme MSF, 70% du budget, c'est pour le personnel. Ouais, ouais. Donc, alors après, ce sont des grosses structures, ils ont des Oui. secrétaires, Ouais, ouais. ils salarient leurs médecins, etc. Un Mhm. médecin MSF, il est salarié. Mhm. Tu vois, pour moi, c'est pas de l'humanitaire, c'est de la coopération. C'est-à-dire Mhm. que c'est de la coopération humanitaire, si on veut, mais C'est ce pas sont du des gens bénévolat. c'est pas du bénévolat. Nous, on est vraiment une ONG, c'est du vrai bénévolat. Mhm. On gagne pas d'argent, on donne tout, on finance au maximum, mais c'est sûr que pour des gros projets, on a besoin de financement. Et Mhm. donc pour nous aider, bah, il faut aller sur le site internet. On a le site internet, hein, www.interplast-france.fr. Donc notre ONG, c'est Interplast France, Chirurgie sans frontières. Donc c'est facile à trouver sur internet. Et évidemment, bah, le plus simple, c'est de faire des dons pour nous aider. Alors l'avantage en France, c'est que quand tu fais un don, tu peux défiscaliser 60%. C'est-à-dire que bon si tu me fais un don de 100 euros, Mhm. on te fait un reçu, et donc de tes impôts, tu déclares ton don de 100 euros, et l'État t'enlève 60 euros. Ça fait, Ah, en ok. fait, quand tu donnes 100 euros à une ONG, Mhm. eh bien, en fait, c'est comme si tu avais donné que 40 euros. Ah, ok. Puisque Ok. tu défiscalises, c'est-à-dire que les impôts te retirent 60%. D'accord. Donc ça, c'est génial. C'est une loi qui permet de faciliter les dons. Donc, quand tu donnes 100 euros, en fait, Mhm. réellement, tu donnes que 40 euros, puisque Mhm. les impôts te redonnent 60 euros. Donc ça, c'est pas mal. Donc nous, évidemment, pour nous aider, il faut nous aider avec les dons, hein, bien sûr. Après, on est aidé par les collègues chirurgiens qui vont venir bénévolement, les infirmières qui vont venir bénévolement, Mhm. ben, des gens qui vont nous aider à faire le site internet. Voilà, ça c'est le côté sympa. Sur place, moi je vais avoir par exemple un collègue qui va me mener à l'aéroport. Donc c'est pas mal parce Mhm. qu'il va m'amener à l'aéroport, il va me transporter avec mes malles, il va me faire économiser 100 euros pour y aller, il va venir me chercher quand j'arrive. Sur place, on a toujours des amis. Il y a une chaîne de solidarité qui Mhm. est très très sympa. Mais concrètement, c'est surtout effectivement l'argent qui nous permet d'acheter les billets aux membres de l'équipe. Merci beaucoup, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, ainsi qu'à nous suivre sur notre page Insta. Tous les liens sont dans la description. Et je vous dis à bientôt.